Bonjour à tous. Je suis Marie Tessandier, l'adjointe à la chef du bureau de la qualité des eaux à la Direction générale de la santé, et je suis avec Sabrina Mekous qui est en charge du dossier eau de loisirs au sein du même ministère. Et on nous a demandé de présenter le cadre de gestion des risques sanitaires liés à la présence de cyanobactéries benthiques dans les eaux de baignade. Donc, je commencerai par présenter le cadre un peu global européen et national, et ensuite Sabrina présentera le cadre plus spécifique aux cyanobactéries benthiques. Elle parlera également de retour d'expérience des ARS sur la mise en œuvre des modalités de gestion. Elle évoquera l'amélioration des connaissances scientifiques, les évolutions ainsi que les évolutions réglementaires que nous avons prévues. Donc la réglementation sur la qualité des eaux de baignade, elle repose en premier lieu sur une directive européenne qui date de 2006, dont l'objectif est de préserver, améliorer et protéger la qualité des eaux de baignade et évidemment protéger la santé des baigneurs. Comment? En recherchant principalement deux paramètres microbiologiques dans les eaux de mer, des eaux de lac et les eaux de rivière utilisées pour la baignade. Donc, ce sont les Escherichia coli et les Enterocoques fécaux qui n'ont pas grand-chose à voir avec les cyanobactéries. Et d'ailleurs, la directive européenne ne donne pas spécifiquement un cadre précis sur la gestion des cyanobactéries. En revanche, elle dit que chaque baignade doit bénéficier d'un profil de baignade, et dans ce profil de baignade, on doit évaluer le potentiel de prolifération des cyanobactéries. En cas de potentiel de prolifération des cyanobactéries, on doit mettre en place une surveillance appropriée, et lorsqu'il y a un risque de prolifération lié à ces cyanobactéries, on doit mettre en place des mesures de gestion adéquates et immédiates et informer le public. Comme pour toutes les directives, nous avons transposé les prescriptions dans le Code de la santé publique en intégrant des articles. On a également un arrêté et des instructions qui dressent les modalités de gestion sur la présence de cyanobactéries. Peut-être vous dire également que cette directive, elle est relativement ancienne, 20 ans pour une directive, c'est assez vieux, et que là, la Commission européenne réfléchit à réviser cette directive et donc à enclencher le travail. Donc il y a eu une évaluation qui a été faite et on est en attente d'une étude d'impact de la mise en œuvre de cette directive baignade. Peut-être également vous dire que comme cette thématique des cyanobactéries, elle ne touche pas que nous, elle touche également d'autres États membres, et qu'on a de plus en plus d'observations de cyanobactéries, il est possible que nous, même si ce n'est pas encore décidé, on porte cette thématique au niveau de l'Europe pour essayer de tendre vers une harmonisation européenne des modalités de gestion. Comment ça marche en France? Donc, on a au niveau de l'administration, trois principaux organes. Donc, nous, le ministère de la Santé, qui sommes en charge de l'élaboration de la réglementation nationale. Et ensuite, pour la mise en œuvre, on compte sur les agences régionales de santé, Et pour nous aider dans la définition de ces modalités de gestion, on s'appuie sur l'ANSES, en particulier la direction d'évaluation des risques pour tout ce qui va être risque sanitaire, et également le laboratoire d'hydrologie de Nancy pour tout ce qui va être mise en œuvre des modalités de prélèvement et d'analyse. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter le cadre national de gestion des risques sanitaires liés aux cyanobactéries benthiques. Au niveau ANSES, donc on a eu une expertise sanitaire récente qui date de 2020 qui a permis d'actualiser une évaluation de risque liée aux cyanobactéries et leurs toxines dans les eaux douces, donc notamment les eaux douces de baignade. Et donc on s'est appuyé sur cette expertise sanitaire pour construire une instruction du ministère chargé de la Santé qui est relative donc à la gestion des situations de prolifération de cyanobactéries dans les eaux douces de baignade. Cette instruction, elle a vocation à fixer un cadre national harmonisé donc sur l'ensemble du territoire, et donc elle permet de définir une stratégie de surveillance et des modalités de gestion des risques liés à ces proliférations. Donc l'instruction date de 2021, c'est une instruction qui est à destination des agences régionales de santé et qui a été appliquée à compter de la saison balnéaire 2022. Certaines ARS ont pu la mettre en œuvre dès la saison 2021, mais c'était sur la base du volontariat. Donc depuis 2021, on a pu réaliser des retours d'expérience auprès des ARS.
donc en 2022 et 2024. Et il y a également eu plusieurs réunions de travail, donc en présence des ARS, des laboratoires agréés et de l'ANSES, qui ont permis de mettre à disposition une foire aux questions pour répondre aux nombreuses questions qui se posent sur ce sujet. Donc, en termes de surveillance et de contrôle sanitaire des baignades, donc là je vais vraiment axer mon propos sur les cyanobactéries benthiques, puisque c'est le sujet de la journée. Donc les sites qui sont concernés, donc on l'a vu, ce sont des sites donc en eau courante peu profonde, donc principalement des rivières de moyen gabarit, certains grands fleuves, et parfois on peut aussi les retrouver dans des zones de radiers et des eaux stagnantes. Donc l'instruction nationale prévoit la surveillance et le contrôle sanitaire des sites de baignade qui sont identifiés comme à risque de prolifération. Donc un site à risque, donc c'est un site pour lequel le profil de baignade, donc qui est une sorte d'étude de vulnérabilité qui permet d'identifier des sources de pollution et de mettre en œuvre des actions en fait pour agir sur ces sources. Donc si un profil de baignade a mis en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries, donc là on considère qu'on est effectivement sur un site à risque. Ça peut également être des sites pour lesquels on a un historique connu de prolifération de cyanobactéries benthiques ou des sites sur lesquels on a eu des signalements de cas d'intoxication humaine ou animale. Alors, l'instruction prévoit un prélèvement avant la saison balnéaire et à une fréquence bimensuelle en routine pendant la saison balnéaire. Donc là, vu qu'on est face à des cyanobactéries benthiques, c'est évidemment si on a un signe de développement et d'accumulation de biofilms. Donc on doit avoir présence de biofilms pour pouvoir faire des prélèvements. Les sites qui ne sont pas à risque de prolifération donc, ne sont pas concernés par ce suivi. Donc il n'y a pas de recherche de cyanobactéries et cyanotoxines, sauf décision de l'ARS. Donc ça peut aussi être au cas par cas en fonction des situations rencontrées. Donc c'est à l'appréciation des autorités sanitaires. Et l'instruction reprend les valeurs guides sanitaires qui sont dans l'expertise de l'ANSES. Et donc pour des cyanobactéries benthiques, donc sur les anatoxines, on a une valeur donc absence inférieure à la limite de détection, dans la mesure où il n'y a pas de valeur toxicologique de référence qui a pu être établie pour cette cyanotoxine. Alors, l'instruction précise également le rôle de chaque acteur. Donc, en l'occurrence, ce qu'on appelle la PREB, la personne responsable de l'eau de baignade. Donc, en général, c'est le déclarant de l'eau de baignade et ça peut également être la commune. Donc, la PREB doit assurer un contrôle visuel quotidien de la masse d'eau et informer l'ARS dès lors qu'il y a un signe de prolifération pour qu'il y ait un suivi complémentaire par l'ARS. Donc l'ARS, elle, est en charge de mettre en œuvre le contrôle sanitaire des eaux. Et donc là, ça passe, elle mandate des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire qui vont également procéder à une observation visuelle du site, donc qui vont pouvoir mettre en évidence des développements de biofilms ou une accumulation. Et en cas d'observation de biofilms, donc là, il y aura un prélèvement qui est réalisé, enfin un mélange sur un mélange de 3 biofilms pour identifier la présence de cyanobactéries potentiellement toxinogènes et engager derrière la recherche d'anatoxine. Alors, je vais vous présenter un peu plus en détail donc, le logigramme qui figure dans l'instruction. Donc là, c'est le logigramme spécifique aux cyanobactéries benthiques. Donc, on vient de le voir. Donc, on a d'une part la surveillance de la personne responsable de l'eau de baignade, donc avec surveillance visuelle, et d'autre part le contrôle sanitaire de l'ARS, donc qui est effectué à une fréquence bimensuelle en routine. Donc, avec dans les deux cas une observation visuelle, et en cas de présence de biofilms, on entre dans le niveau vigilance. Donc dans ce niveau-là, il va y avoir une information du public qui va être renforcée. Donc ça, c'est le rôle de la PREB notamment. Et d'autre part, un renforcement aussi du contrôle sanitaire et on va passer à une fréquence hebdomadaire. Donc, si on détecte, enfin si on identifie des biofilms, si on a présence de biofilms, il va être procédé à un prélèvement donc sur un mélange de 3 biofilms pour vérifier si on a dominance de cyanobactéries potentiellement toxinogènes.
en cas de dominance de cyanobactéries toxinogènes, on entre au niveau de l'alerte 1. Et donc là, on doit procéder à une analyse de toxines, donc d'anatoxines, donc sur ce même mélange. Et dès lors qu'on détecte des anatoxines dans cet échantillon, on entre dans le niveau d'alerte 2, qui doit conduire à la prise de mesures de gestion, donc qui vont être de nature différente. On peut avoir une adaptation de la surface de la zone de baignade ou une interdiction. Alors, ce qu'on voit aussi sur le logigramme, c'est qu'on peut entrer dans ce niveau d'alerte 2 également si on a des cas d'intoxication animale, notamment de mortalité de chiens. Donc là, c'est aussi à l'appréciation des autorités sanitaires, mais on peut déclencher le niveau d'alerte 2 et donc prendre des mesures de gestion du risque pour protéger le public. Alors, sur les mesures de gestion d'information, donc, je viens de le dire, mais donc ça peut être une adaptation de la zone de baignade pour une zone non contaminée. Donc là, bien sûr, c'est aussi à l'appréciation des autorités sanitaires. Et si ce n'est pas possible, donc ça doit conduire à une décision d'interdiction de baignade. Donc la personne responsable de l'eau de baignade doit mettre en œuvre cette interdiction qui est décidée en général par un arrêté municipal. Et il peut également y avoir un arrêté préfectoral. Donc le préfet peut se substituer si nécessaire. Et notamment, donc ça peut être un arrêté préfectoral si on est sur un site qui concerne plusieurs communes. Donc, il est bien évidemment important de respecter ces interdictions de baignade qui sont prononcées pour des raisons sanitaires et également donc important d'informer le public donc à chaque étape et pour chaque niveau de vigilance avec une information qui va être renforcée en fonction des niveaux d'alerte. Donc l'affichage doit être fait sur site, donc avec un panneau d'affichage et également une information sur les résultats du contrôle sanitaire de l'eau. Donc là, en l'occurrence, des biofilms. L'information des acteurs, elle peut aussi passer par la distribution de documents d'information. Donc, il y a plusieurs agences régionales de santé qui ont travaillé sur des documents d'information, donc des flyers, qui peuvent faire une information active en distribuant ces plaquettes aux acteurs concernés et aux usagers. Et l'instruction prévoit également qu'il y ait une recommandation de prévoir un recueil des plaintes des baigneurs pour des baigneurs qui auraient été exposés et qui présenteraient des symptômes en lien avec cette exposition. En termes d'information du public, on a aussi donc, le site internet du ministère chargé de la Santé, donc le site Baignade. Donc c'est baignade.santé.gouv.fr qui donne aussi des informations sur les interdictions en cours, donc notamment les interdictions sanitaires et sur les proliférations de cyanobactéries. Je vous ai mis un petit exemple sur la slide. Bon, là, ce n'est pas une interdiction en lien avec des cyanobactéries, mais c'était pour vous montrer un peu comment ça s'affichait sur le site. Et donc là, l'information, elle est faite en temps réel, mais elle suppose au préalable que l'information ait été intégrée dans le système d'information national du ministère chargé de la Santé. Donc ça, c'est à la main des ARS. Et donc il y a une vigilance particulière qui doit être portée donc, aux enfants, puisque c'est le public le plus exposé, donc avec des recommandations spécifiques, et aux animaux domestiques également, notamment aux chiens. Alors là, c'était juste pour vous montrer quelques exemples de documents d'information qui ont pu être élaborés par certaines ARS. Voilà. Et on voulait également évoquer un cas un peu particulier qui est celui des sites de loisirs nautiques et aquatiques. Donc on est sur des activités assez diverses. On peut être sur des sites où est pratiqué de la planche à voile, du paddle, du canoë-kayak. Et on a aussi ces dernières années un développement de certaines activités, donc, comme vous le voyez là sur les photos, donc plutôt sur des plans d'eau, donc ça concerne un peu moins les cyanobactéries benthiques, mais donc des structures gonflables ou du water jumps, donc avec des toboggans sur des plans d'eau. Et donc pour ces activités-là, on a des risques sanitaires qui sont quasiment équivalents à la baignade, avec des risques d'exposition un petit peu différents pour certaines activités qui vont entraîner la production d'aérosols, donc avec un risque aussi d'exposition par inhalation.
Et donc l'instruction évoque ces sites de loisirs et distingue 2 cas de figure. Donc les sites de loisirs nautiques où il y a une activité de baignade en tant que telle. Donc dans ce cas-là, les ARS sont compétentes juridiquement pour mettre en œuvre le contrôle sanitaire. Et donc dans ce cas-là, elles peuvent dérouler le logigramme de la même manière que pour un site de baignade classique. Et les sites pour lesquels on n'a pas d'activité de baignade en tant que telle. Et donc pour ces sites-là, aujourd'hui, d'un point de vue juridique, les ARS ne sont pas compétentes pour intervenir. Et donc elles doivent inviter les gestionnaires à mettre en œuvre des recommandations sanitaires. Et en revanche, il y a quand même une possibilité, en cas de risque avéré, donc pour le maire et le préfet d'exercer ses pouvoirs de police et donc de demander la fermeture d'un site en cas de risque sanitaire. Voilà, bon, je ne vais pas trop détailler parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais c'était juste pour dire que sur certaines activités, on a prévu de solliciter la Commission européenne parce qu'il y a quand même une question de caractérisation juridique qui se pose, donc notamment celle affichée à l'écran. Donc rapidement aussi là, le cas des mortalités animales, donc en lien avec les cyanobactéries benthiques. Donc c'est vrai que le logigramme qui est proposé dans l'instruction ne cite que les mortalités de chiens. En revanche, il faut vraiment prendre en compte les mortalités animales dans leur ensemble. Voilà, donc ça peut être différents animaux retrouvés à proximité du site de baignade. Il peut y avoir un intérêt de confirmer la cause du décès des animaux en l'absence de signes de prolifération de cyanobactéries sur la zone. Voilà, même si on sait que c'est compliqué et que ce n'est pas toujours réalisé, notamment pour des raisons financières, et également l'importance de contrôler la zone en amont et à proximité pour s'assurer de l'absence de danger. Alors là, très rapidement aussi, donc c'était juste pour vous faire un petit retour des enquêtes qui ont pu être menées auprès des ARS qui nous ont fait remonter donc, un certain nombre de remarques, de difficultés. Donc, même si globalement elles soulignaient la bonne articulation des mesures de gestion de l'instruction, le fait qu'on ait des logigrammes clairs et compréhensibles par les acteurs, mais il y a des difficultés qui restent sur un sujet qui est quand même nouveau, pour lequel on n'a pas encore toutes les connaissances scientifiques suffisantes. Donc des difficultés en matière de gestion liées notamment à la variabilité spatio-temporelle des cyanobactéries et notamment des benthiques, et des difficultés analytiques sur divers sujets, donc le délai de rendu des résultats, sur l'analyse des anatoxines avec des différences entre laboratoires, en lien avec la limite de détection qui peut varier selon les laboratoires. Des questions aussi sur les travaux scientifiques en cours, les travaux de normalisation, sur la bancarisation des données. Donc on essaye autant que possible avec ces enquêtes, avec les réunions qu'on organise avec les ARS, de prendre en compte ces retours d'expérience et essayer d'y répondre du mieux possible. Donc sur l'amélioration des connaissances scientifiques, donc là on a des travaux qui sont menés par l'ANSES, donc l'unité d'évaluation des risques et le LHN. Je ne vais pas trop détailler puisqu'il y a des présentations qui suivent juste après, mais donc juste pour citer quand même les travaux de normalisation qui ont abouti à la publication en janvier dernier d'une norme expérimentale donc relative à l'identification et la quantification des cyanobactéries. Et on a également plusieurs études qui vont être lancées, donc notamment une étude comparative des méthodes d'analyse des cyanotoxines, donc ELISA versus chromatographie, et également une saisine de l'ANSES qu'on envisage pour actualiser la liste des cyanobactéries productrices de toxines. Et pour également évaluer l'opportunité de réviser les valeurs guides des cyanotoxines, notamment de l'anatoxine. Voilà. Et donc on parlait tout à l'heure de la bancarisation des données. Effectivement, c'est un sujet qui est identifié, qui a été également soulevé dans l'expertise de l'ANSES avec un besoin d'harmonisation sur le recueil des données du contrôle sanitaire. Donc on travaille également là-dessus, à harmoniser, simplifier, limiter aussi le nombre de paramètres, parce qu'aujourd'hui on en a énormément avec des unités qui ne sont pas toujours adaptées. Et ce qui va être réalisé là dans les prochains jours, donc c'est la création de nouveaux codes pour les cyanotoxines avec des codes spécifiques à chaque méthode d'analyse, ce qui permettra de distinguer en fait les résultats.
Bon, là, très rapidement, parce que j'ai plus de temps. On a des textes réglementaires qui sont en cours de modification donc, sur l'agrément des laboratoires et sur les caractéristiques de performance, avec une obligation d'accréditation qui devra être respectée par les laboratoires au 1er juin 2026, et la définition aussi de caractéristiques de performance donc, pour améliorer la fiabilité des résultats, donc avec une limite de quantification définie pour les anatoxines. Et donc, en conclusion, donc, on a un cadre national de gestion qui a le mérite d'exister, qui n'est peut-être pas encore parfait, mais on essaye de l'améliorer aussi au fil de l'eau. Et donc, à moyen terme, on envisage aussi une actualisation de l'instruction cyanobactérie. Il y a des évolutions réglementaires qui sont en cours, donc qui devraient arriver dans l'année avec une accréditation obligatoire et la définition de caractéristiques de performance, la poursuite des travaux d'amélioration des connaissances scientifiques et l'importance aussi de formation des acteurs pour qu'il y ait une meilleure reconnaissance des biofilms sur le terrain. On souhaitait aussi souligner l'importance de l'élaboration et de la révision des profils de baignade, qui sont des outils importants d'identification des sources de pollution, mais aussi de gestion du risque, et qui doivent conduire derrière à la mise en place de mesures curatives, en fait, donc des actions à mener sur les sources de pollution. Voilà. Et comme l'évoquait Marie tout à l'heure, donc il y a des travaux au niveau européen avec potentiellement une révision de la directive. Et donc on sait déjà que le sujet cyanobactéries, si la révision de la directive, sera un sujet important, puisque c'est un sujet qui concerne quasiment tous les États membres, et on va probablement aller vers une harmonisation des modalités de gestion entre États membres. Voilà, j'en ai fini. Merci de votre attention. Et puis on vous a laissé le mail de la balle du bureau. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces aspects? Oui, Françoise. Merci pour votre présentation. Françoise Girardot, Environnement, Ville et Société. Moi, c'est concernant le site baignade.gouv.fr. En fait, il y a très peu de signalements des interdictions de baignade pour problèmes de cyanobactéries, qu'elles soient planctoniques ou benthiques. Alors, est-ce que la DGS va faire quelque chose pour que ça soit systématique et qu'on ait aussi les résultats cyano sur ces sites-là? Alors, oui, alors sur le site internet Baignade, en fait, actuellement, on a les résultats cyanobactéries s'affichent, mais on est encore sur l'ancienne unité. Donc, on a aussi des travaux, en fait, de refonte des sites internet Baignade, mais qui ne sont pas prévus pour tout de suite. Donc, voilà, là, à moyen terme, on ne va pas avoir d'évolution du site internet là-dessus. Sur les interdictions de baignade, donc là, comme je disais, c'est à la main des agences régionales de santé qui doivent du coup renseigner l'interdiction. Mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir un petit décalage parce qu'ils vont attendre d'avoir l'arrêté d'interdiction pour pouvoir renseigner les dates. Voilà. Et pour 2023, donc c'est vrai que je n'ai pas donné les chiffres, mais on regardait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a environ 100 interdictions, 100 événements de type prolifération qui sont renseignés par les ARS, voilà, qui sont rapportés au niveau européen, qui concernent une centaine de sites à peu près. Donc ça représente un peu plus de 2% des sites de baignade. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas de mise à disposition de l'ensemble des résultats liés aux cyanobactéries et cyanotoxines, puisqu'on n'est pas sur une obligation européenne. Ce qui est accessible aujourd'hui, c'est uniquement les événements de type prolifération et les interdictions, qui là sont disponibles sur le site data.gouv.fr. Mais effectivement, avec les travaux là, de refonte des sites internet Baignade, on intégrera, on prendra en compte cet élément pour pouvoir afficher également ces résultats qui aujourd'hui effectivement sont pas visibles facilement en tout cas. Merci. Il y avait une autre question, France. Oui. Bonjour, Cédric Barguil du syndicat Mixteden. C'était concernant la prise en compte des activités nautiques de loisirs, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas de baignade, il y a peu de choses qui sont faites dessus et qu'on peut se retrouver sur des lieux géographiques où d'un côté on a un plan d'eau avec une zone de baignade et avec une
une réglementation qui est faite par l'ARS et qui prend en compte les activités nautiques de loisirs sur la zone de baignade. Et juste à côté, un plan d'eau similaire, qui n'a pas de baignade qui est officiel, avec les mêmes activités nautiques de loisirs, et où là, on peut avoir exactement la même configuration en présence de toxines ou de cyanobactéries, mais est-ce qu'il va y avoir à un moment ou à un autre une réflexion prise pour essayer d'aider les gestionnaires de plans d'eau à avoir la réglementation la plus adéquate dessus? Vous avez raison, la question des activités nautiques, c'est une vraie question. Et comme le disait Sabrina, en réalité, nous, notre réglementation, elle ne s'applique qu'aux eaux de baignade. Donc, il y a actuellement deux possibilités. Soit l'agence régionale de santé prend son bâton pèlerin et va essayer de convaincre la personne de faire des analyses. Soit, si la personne est réfractaire, eh bien, il reste les pouvoirs de police du maire qui, en cas de danger ponctuel et imminent, peut demander soit de faire des analyses, soit la fermeture, le cas échéant, si la personne ne veut pas le faire. Et on a pour objectif de poser la question à l'Europe sur comment prend-on en compte ces activités nautiques qui, pour l'instant, sont vraiment laissées de côté et qui se multiplient un peu partout parce qu'on a des demandes. Enfin, nous, on a des demandes, pas tous les jours, mais très régulièrement sur telle ou telle activité nautique. Ça peut être le water jump ou alors les vagues de surf ou je ne sais quoi. Et donc, c'est vrai qu'on est en difficulté pour répondre. Mais on a besoin de l'Europe parce que, comme je le disais au préalable, notre réglementation, elle est transposée du droit européen et on ne peut pas faire n'importe quoi. Sinon, on s'expose à des contentieux qui sont quand même très lourds, très lourds financièrement si on est condamné. Là, c'est vraiment lié en fait au champ d'application de la directive qui aujourd'hui cite uniquement les baignades. Donc effectivement, il va falloir qu'on ait une réflexion là-dessus. Et au niveau européen, dans le cadre des travaux de révision, c'est aussi un sujet qu'on pourra remonter. Voilà. Après, concernant les gestionnaires, c'est vrai qu'ils restent responsables des conditions d'hygiène et de sécurité. Donc c'est aussi à eux de prendre les mesures nécessaires, de mettre en œuvre une surveillance. Et puis, il reste également les pouvoirs de police du maire et préfet. Ouais. Et on est conscient que ce n'est pas complètement satisfaisant et les ARS nous le disent aussi, il y a des vraies difficultés sur ces sites-là. Oui, alors moi j'ai une question qui tombe à pic. Est-ce qu'il y a une réflexion sur justement toutes ces analyses qui sont faites pendant l'été qui, on le sait bien, surchargent tous ces labos réglementés, mandatés par les ARS. Nous, en tant que bureau d'études indépendant, experts en cyanobactéries, on fait appel à nous dans des cas comme décrit par le monsieur, des gestionnaires de sites où il n'y a pas de surveillance de baignade, par exemple, qui voudraient avoir de l'autocontrôle et qui sont dépassés, qui quand on demande à l'ARS, on leur dit ça va coûter tant, ça leur paraît démesuré. Et donc, ils préfèrent trouver une solution qui n'est certes pas certifiée, etc., mais qui leur apporte une réponse avec une fréquence correcte, parce qu'il faut voir que même si on a des analyses réglementaires, les résultats, ils tombent toutes les semaines avec un délai d'une semaine, puis encore 2 semaines, parce qu'en été, il n'y a personne dans les labos, il faut quand même être correct là-dessus. Est-ce qu'il y a une réflexion pour que, par exemple, les labos réglementaires ne fasse pas partir tout le monde en vacances au même moment? Est-ce qu'il y ait plus de gens pendant l'été disponibles pour faire de l'analyse? Est-ce qu'il y a une réflexion sur ça? Alors, c'est vrai que dans l'instruction, là je ne l'ai pas précisé, je suis allée un peu vite, mais dans l'instruction, on rappelle qu'il y a un délai à respecter entre le prélèvement et l'analyse. On sait que ça, c'est un point d'amélioration. Les ARS nous ont également fait remonter que ce délai était rarement respecté, donc de 72 heures. Mais voilà, on a eu des réunions aussi avec les laboratoires agréés pour rappeler l'importance de respecter ce délai, parce qu'on est aussi sur des sujets, voilà, on est en période estivale avec des enjeux touristiques notamment, et du coup un besoin de réactivité important. Donc les discussions sont en cours, mais effectivement ça reste un point d'amélioration. Il faudra qu'on voit aussi dans les prochaines enquêtes si le délai se raccourcit, si on se rapproche des 72 heures. Mais c'est vrai que c'est pas encore peut-être tout à fait le cas aujourd'hui. Bonjour, syndicat du TEC dans les Pyrénées-Orientales. Votre tout petit point sur les eaux non baignables, c'est en fait le centre de notre problème. On a une quarantaine de kilomètres de cours d'eau qui ne sont pas baignables, mais qui est fréquemment pratiqués, et d'où
l'inquiétude des maires par rapport à cette responsabilité qu'ils ont pour la santé des personnes et l'implication du syndicat du TEC dans le suivi. Et effectivement, la question, c'est juste une remarque pour appuyer sur votre travail concernant les zones non baignables. Donc nous, on fait ce qu'on peut à notre niveau pour ériger un cadre le plus rigoureux possible. Et c'est un peu un appel aussi pour mettre en harmonie les différents organismes, si on peut avoir des accompagnements scientifiques ou d'autres syndicats de bassin qui sont plus avancés sur le sujet. Pour ce qui est de l'ARS, effectivement, ils ont mis en place le groupe de travail et tout ça, mais opérationnellement sur le terrain, au final, on se sent assez seul. Voilà. D'accord. Là vous évoquez des sites qui ne sont pas des sites de loisirs. C'est pas de sites de loisirs déclarés, pas de site de baignade. C'est une rivière qui est aussi déclarée dangereuse, mais les gens y vont. Et une autre remarque qui est importante aussi, peut-être, c'est par rapport à la sécheresse qu'on a eue dans les Pyrénées-Orientales. Interdiction de remplir les piscines. Tout le monde va à la rivière. Je pense que les maires ont raison de se poser la question parce qu'en effet, ils sont responsables sur leur territoire. Donc, au final, pour justifier juridiquement votre arrêté, nous, on a fait des recherches un peu poussées avec les juristes du syndicat. On est obligé de démontrer l'existence d'un suivi pour argumenter cet arrêté qui doit être limité dans le temps et l'espace. De ce que nous a dit notre juriste. Donc effectivement, le serpent se mord la queue. Si on n'initie pas un suivi, on ne peut pas non plus justifier les interdictions. Après, je peux répéter ce que j'ai dit et ce que Sabrina a évoqué. On est en difficulté sur les activités nautiques. L'objectif, c'est d'essayer de lever un peu ces difficultés en interrogeant la Commission européenne sur comment faire. Et là, maintenant, je n'ai pas d'autre réponse à vous apporter que oui, le maire va être responsable sur son territoire. Oui, peut-être que l'ARS peut, si elle, après, je ne sais pas, selon sa volonté, mettre en place un suivi ou pas. Et il y a toujours la possibilité de mettre en œuvre la police du maire ou la police du préfet. Mais comme vous le dites, si jamais il y a eu un suivi qui démontre qu'il y a un risque sanitaire avéré. Si l'obligation réglementaire de l'ARS c'est de faire des analyses de toxines toutes les 2 semaines, c'est un coût important pour les collectivités. Ça, on en est bien conscient. Ouais. Malheureusement, nous, là, pour faire nos recommandations sanitaires, on s'appuie sur des évaluations de l'ANSES et on a repris ce qui était recommandé et on ne fait pas d'instruction sans avoir des évaluations des risques sanitaires qui sont faites par l'agence. Mais on entend, et c'est ce que disait Sabrina, on a fait un cadre, il est quand même très rare qu'on fasse un cadre de gestion qui convienne à tout le monde. Mais on n'est pas obtus, on écoute les remontées et on essaye de l'améliorer, on est en amélioration continue perpétuelle et donc on l'entend et on va essayer on prend toutes les questions et on fera au mieux pour l'améliorer prochainement. Thierry Chénaud du laboratoire d'hydrologie de Nancy à ANSES. Juste un tout petit complément de réponse par rapport au délai sur les laboratoires d'analyse pour vous dire que, a priori, la perspective d'accréditation de 2026 devrait quand même aussi, j'ai envie de dire, faire entrer dans le rang cette problématique de délai puisque ça fait partie des éléments qui seront soumis à l'accréditation pour les laboratoires et qui, de fait, devront être respectés de manière peut-être un peu plus assidue. Voilà. Et juste sur les laboratoires, du coup, je me permets de rajouter qu'on peut fixer des objectifs de résultats, de rendu, des délais. Par contre, on ne pourra pas jouer sur la masse salariale des laboratoires en période estivale. Parce que c'est valable pour les eaux de baignade, mais on a aussi les mêmes problèmes pour tout ce qui va être eau potable. Donc ça, je pense que chacun essaye d'y travailler en région. Les laboratoires sont en difficulté et essayent de pallier à ça, mais c'est vrai que malheureusement, ils sont confrontés à cela et ils essayent de faire en sorte de l'améliorer, mais nous, on n'a pas la main là-dessus. Bonjour, merci pour cette présentation. Donc, Élise Temple-Boyer, géographe à l'Université Paris-Nanterre. C'est juste pour rebondir à quelques éléments de questions
qui ont déjà été posées, mais on a parlé de l'obligation, en théorie, le fait de maintenir des délais suffisants pour les laboratoires, mais se pose aussi la question au niveau des ARS. Il n'y a pas d'astreinte des agents de l'ARS pendant la période estivale, et donc les analyses qui tombent le vendredi après-midi, elles ne sont traitées qu'au mieux le lundi. Donc vous voyez bien, il s'est passé tout le week-end pendant une belle prolifération, sans aucune information donnée au public. Donc je me demandais un peu comment ça se passait et s'il y avait des conseils ou des éléments qui étaient donnés aux ARS pour quand même maintenir un certain niveau d'astreinte sur cette question-là, qui est très centrée effectivement sur l'été. Également, je me posais la question, on évoquait le cas, alors je connais moins les benthiques, mais également quand on parle des sites de baignade, qui sont quand même très liés à une commune, parce que c'est un site, mais de cette commune qui peut être suivie, la rivière elle coule. Un plan d'eau il peut être sur plusieurs communes également. Et lorsqu'il y a un arrêté, lorsqu'il y a une analyse qui est positive avec l'alerte maximale de fermeture sur le site de la baignade, n'est informé que la commune concernée, la PREB certes, mais aussi la commune concernée, et seulement la commune concernée. Donc il suffit d'aller à Laval ou d'aller dans la commune en face du plan d'eau qui n'a aucune information de l'alerte qui a été donnée, et c'est également assez problématique avec des questionnements très forts de la part des communes qui ne comprennent pas trop pourquoi dans l'un on le ferme, ou même des usagers, des baigneurs, et que dans l'autre il n'y a aucune information qui émet un quelconque risque ou danger au niveau de la baignade. Et donc je me demandais là aussi, voilà, qu'est-ce qu'il en était de ces plans d'eau, de ces cours d'eau, mais ils ne sont pas simplement liés à un point. Alors je comprends bien que on fait bien la station, le relevé à un point, mais qu'après, voilà, il y a une géographie qui fait que ça va bien au-delà du site strict de baignade. Et dernier élément sur le site internet baignade.gouv, je me posais la question, vous aviez l'air de dire que c'était aux ARS, donc en local. Est-ce que c'est les ARS en local qui ont réellement la main pour informer sur ce site web, ou est-ce que c'est le fait de renseigner à l'ARS qu'après c'est traité au national sur le site internet? Je vous dis ça parce que malgré tout, j'ai bien entendu le fait que c'était aux responsabilités des ARS de faire remonter l'information, mais ce qui m'étonne, c'est que, alors, sans être absolument spécialiste, mais sur le site baignade.gouv, il y a quand même eu nouveau paramètre, enfin nouveau, je ne sais pas si c'est si nouveau que ça, mais sur les ostréopsis, qui sont, je crois, non plus, en plus mal écrits, voilà, mal écrits, mais qui en plus ne sont pas également, je pense, réglementaires. Je ne vois pas pourquoi ne seraient pas ajoutés les cyanobactéries, d'autant que le problème, c'est que, encore une fois, quand les ARS font remonter l'information sur baignade.gouv, qui est quand même la seule référence aujourd'hui pour le baigneur de savoir s'il peut aller se baigner ou pas, ça disparaît le lendemain de la fin de l'interdiction. Donc voilà, là encore, en termes de prévention sanitaire, cela est assez problématique et pose réellement question. Voilà, donc je voulais voir un peu comment ça se passait. Merci. Je vais répondre sur l'astreinte. Donc je vous rassure, les ARS ont toutes des astreintes. On est en astreinte la semaine, le soir, le week-end. Donc peut-être qu'il y a eu un raté sur un moment, mais pour avoir travaillé en ARS, j'ai traité quand même pas mal d'alertes baignade le week-end. Donc ça se fait bien. Pour ce qui est de la communication, il est normal de communiquer auprès de la mairie qui est concernée par le plan d'eau. Après, l'ARS fait en général un communiqué sur son site, donc c'est mis en ligne et je pense qu'il doit y avoir quand même des communiqués également pour les autres communes. Mais en effet, on communique sur le plan d'eau, c'est comme ça. Et sur le site internet, comme le disait Sabrina, on est en période de refonte, pas que du site internet baignade, également de tout notre système d'information pour le contrôle sanitaire des eaux. Donc il peut y avoir des problèmes, mais c'est en train d'être travaillé. Et malheureusement, on aimerait que ça aille plus vite, mais ça prend beaucoup de temps. Donc ça ne sera pas fait là cet été, c'est sûr. Peut-être l'été prochain, et à voir selon le contexte budgétaire actuel qui nous bride aussi dans ce qu'on aimerait faire.